Camille, vous êtes le fils d'un homme extraordinaire dont on parlera juste après, c'est son Excellence Aziz Mekouar, ambassadeur du Portugal, pour lequel on a une affection démesurée. Du Maroc. Du Maroc, pour lequel on a une affection démesurée. Mais il pourrait être aussi l'ambassadeur du Portugal, parce qu'il parle portugais comme moi. Son père parle portugais comme moi. Il n'a pas d'accent, parce que son père aussi était ambassadeur du Maroc à son temps au Portugal. Il a grandi au Portugal, il a beaucoup d'amis là-bas, il parle comme nous. On va s'intéresser donc au fiston. Donc, quand papa est ambassadeur du Maroc au Portugal, vous êtes étudiant au Portugal. Voilà, j'y étais pendant mon enfance, de 4 ans à 10 ans. Quel souvenir du Portugal? Parmi les meilleures années de ma vie, oui, enfin, c'était vraiment super. Là. Ça n'a pas été un trop grand déchirement de quitter le Portugal ensuite pour aller, je crois, à Washington, c'est ça? D'abord à Rome et ensuite à Washington. Bon, Rome, d'une autre façon, ma mère est italienne, je parlais italien, et donc je me suis un peu retrouvé chez moi aussi, rapidement là-bas. Vous êtes en Chine depuis combien de temps? 1 an et demi. Vous parlez un peu chinois, pas encore? Idian. Très bien. Non, mais c'est pas une langue facile à... Enfin, si, on peut se débrouiller un petit peu, mais disons que j'ai tendance à vouloir bien faire les choses. Donc, se lancer vraiment à apprendre, à écrire et bien parler le chinois, c'est pas si facile, je dirais, je pense. Très bien. Vous êtes aussi un immense soutien à votre papa, son Excellence Aziz Mekouar, ambassadeur du Maroc, avec lequel nous avons fait une des toutes premières émissions, Dîner chez l'ambassadeur, un souvenir formidable. Il se trouve que quelques mois après, il est tombé gravement malade. Il a été très atteint dans sa santé et il a continué à exercer en Chine son métier d'ambassadeur du Maroc. Et il se trouve, je l'ai vu il y a quelques jours, que c'est vraiment le lion de l'Atlas. Il a une énergie et un talent reconnus par ses interlocuteurs chinois qui apprécient énormément l'exemple qu'il incarne de cette volonté d'être toujours présent. La Chine a beaucoup exporté au Maroc des masques, des vaccins, beaucoup de choses pour lutter contre le virus. Et il a tout géré, il continue à tout gérer. Et vraiment, chapeau bas. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est cet handicap physique, parce que en fait, c'est physique, c'est pas physique, mental. il est uniquement physique, qu'on soit bien d'accord. Il est que physique. Parce que je peux vous dire que ça tourne. Ça tourne. Et, en fait, quand on y pense un peu, quand on a une maladie qui est quand même assez difficile, comme celle-là, bah, le moral, c'est vraiment 90% de comment on le vit. Et je pense que pour quelqu'un comme mon père, qui a vraiment dédié sa vie au Maroc, qui a vu aussi son père et son grand-père dédier leur vie au Maroc, ça fait tellement partie de son identité, je veux dire que c'est presque vital pour lui de continuer à travailler et se sentir utile pour le pays. Et il est vraiment utile, enfin, il continue. Il le fait très bien. Il n'arrête pas une minute et tout. Non, en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que ça s'est un petit peu transformé en un atout presque. Maintenant, il y a une sorte de nouvelle aura qui s'est créée autour de l'ambassadeur qui a cette maladie difficile mais qui continue à travailler. Avec talent. Et je pense que les Chinois sont très sensibles à ça et ils admirent beaucoup ça aussi. Oui, j'ai entendu ça. J'aimerais bien raconter une fois. J'ai jamais eu l'occasion. Quel dommage. Je dirais qu'il y a quand même 3 grands tournants de l'histoire du Portugal qui sont liés étroitement au Maroc. Donc, le premier, c'est tout simplement la création même du Portugal, qui avait été déclarée après une victoire des Portugais contre les royaumes almoravides. Les Almoravides, c'était la dynastie régnante du Maroc à l'époque. Donc c'était en 1139, Afonso Henrique, comte du Portugal, a gagné une bataille contre 5 rois almoravides qui étaient dans la péninsule. Et alors, suite à cette bataille, Afonso Henrique, qui était un vassal du roi des Espagnes, en Castille, Léon, etc., il s'est déclaré Rex, roi du Portugal. Ça a été reconnu après par le pape. Cet événement est représenté dans le drapeau du Portugal. Les 5 écus bleus, ce sont les 5 royaumes qui ont été vaincus à cette bataille. C'est la bataille fondatrice. Voilà, la bataille fondatrice. Très bien. Un deuxième événement, très rapidement, c'est, je dirais, la prise de Ceuta. Les historiens s'accordent un peu pour dire que c'est le départ des grandes découvertes portugaises. Donc tout est un peu parti de là, ça a entraîné les Portugais à se lancer dedans. C'est vraiment le bout de la Méditerranée et la porte sur l'Atlantique. Voilà. 1415. Oui, 1415. Et le troisième grand événement, je dirais, c'est la bataille des Trois Rois, en 1578, entre le Portugal et le Maroc, et qui a été une catastrophe pour le Portugal, parce que
En une défaite, le Portugal a perdu toute son armée, toute son aristocratie et son roi, Sébastien Ier, qui n'avait pas d'héritier. Et alors par ça, la couronne portugaise est passée à Philippe II d'Espagne à travers des mains. Oui, voilà. Pendant plusieurs décennies, et qu'est-ce qui a mis fin? Les Portugais ont récupéré, enfin ils se sont réimposés en quelque sorte. Révolution portugaise. Voilà, exactement. C'est révolté, l'aristocratie portugaise qui restait s'est révoltée et a déclaré l'indépendance des Espagnols, mis guerre contre l'Espagne et récupérer leur indépendance. Voilà. Le Portugal, quelques années avant, c'était la première puissance européenne, on dit. Et quelques années plus tard, de ça à rien. Enfin, un pays de nouveau sujet des Espagnols, sans rien, sans armée, etc. Donc on parlait de ce basculement lié aux routes maritimes ouvertes par le Portugal qui a fait baisser l'influence des Sarrasins. Disons qu'une énorme partie de l'économie de tout ce monde-là, arabo-musulman, c'est parce qu'il y avait aussi les Ottomans, venait de ces grandes routes commerciales qui allaient de l'Extrême-Orient à l'Inde, même jusqu'à la Chine, jusqu'à le Maroc, avec aussi des ports où par exemple, les Vénitiens venaient à Beyrouth ramener des marchandises qui étaient arrivées par ces routes, enfin ces grandes caravanes. Et en fait, c'était un système de caravanes avec beaucoup d'intermédiaires. Et une fois que les Portugais ont trouvé une façon plus rapide d'arriver en Inde et ensuite en Chine, ça a complètement bypassé tout ce système. Et alors, les marchandises arrivaient en Europe en 1/10 du temps et 1/6 du prix. On parle de l'ouverture des routes de la soie maritime. Voilà, ce n'était plus qu'exclusivement terrestre, mais c'est devenu maritime. Et ça a bouleversé beaucoup d'équilibres géostratégiques, dirons-nous. Après, encore une fois, oui, ça a forcé, on va dire, certains à trouver des meilleurs systèmes, à être aussi plus compétitifs, parce que quand on a un monopole, on devient trop confortable. Les Vénitiens ont trouvé des nouveaux systèmes, les Ottomans, encore une fois, ont trouvé moyen de redevenir compétitifs. Les Portugais aussi, en quelque sorte, se sont un peu ramassés, on va dire, parce qu'en fait, ils avaient un pays qui était tellement petit pour un empire tellement grand qu'ils n'arrivaient plus à tout gérer. Ils avaient 1,5 million d'habitants pour un empire colossal. Voilà qui est bien dit. En 10 ans, je pense qu'il y avait 200 000 personnes qui étaient parties donc dans un pays de 1,5 million. Il est brillant, le fils Mécois, quand même. Ça savait déjà. Il parle comme un livre et il résonne comme un tambour. Mais c'est fascinant, l'histoire. C'est une des raisons pour laquelle je l'aime beaucoup aussi. Ah oui, vraiment. C'est fascinant, l'histoire. Enfin, c'est plein d'anecdotes comme ça, plein d'enseignements. Et puis, je trouve on se sent plus proche du monde, je trouve, quand on connaît un peu les endroits. C'est-à-dire que tout à coup, on va quelque part et on voit... quand on connaît un peu l'histoire derrière quelque chose qu'on voit, on se sent plus proche de cet endroit en quelque sorte, rapidement, je trouve. Enfin, c'est voilà qui est bien dit. Voilà qui est bien dit. Mieux comprendre le monde d'aujourd'hui en s'intéressant à son histoire. Tout à fait. Si on pouvait aussi en retenir quelques leçons. Mais ce n'est pas dans le genre humain, malheureusement, et on refait souvent les mêmes erreurs qui se répètent et les mêmes terreurs reviennent. Mais restons positifs ce soir.